Oui, pardon, excusez-moi. Donc qui est Strasbourg, l'Eurométropole de Strasbourg? Excuse-moi Pascaline, c'est à toi. Oui, merci. Bonjour à toutes et tous. Donc je suis Pascaline Claire, donc je travaille à la direction transition énergie climat donc à l'Eurométropole de Strasbourg. Donc très rapidement, la métropole c'est une zone urbaine qui comprend 33 communes et qui compte environ 517 000 habitants. C'est une zone qui présente d'importantes variations de densité de population selon les communes, hein, parce qu'avec Strasbourg qui est bien sûr la commune la plus peuplée avec environ 300 000 habitants. Alors en 2019, dans le cadre de notre plan climat 2030, nous nous sommes engagés à réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 55%, mais engagement qui porte sur les émissions directes du territoire, donc scope 1 et indirect lié à l'énergie scope 2. On suit annuellement l'avancement par rapport à cet objectif grâce aux données de l'Observatoire Air Climat Énergie qui est piloté par l'ASCA régional, donc en l'occurrence Atmo Grand Est, que je remercie chaleureusement. Et donc, ça nous permet de mesurer les progrès accomplis. Avec des appuis externes, on modélise aussi notre trajectoire carbone à différents horizons, mais toujours sur les périmètres scope 1, scope 2. Mais également, et sans pouvoir le quantifier, on s'est engagé quand même à réduire notre empreinte carbone territoriale, donc qui va refléter de manière plus exhaustive la responsabilité du territoire vis-à-vis de ces modes de consommation, puisqu'on a déjà plusieurs actions dans notre plan climat qui visent à réduire spécifiquement ces émissions indirectes, mais finalement sans aucune évaluation comptable, et ça nous empêche d'avoir un pilotage efficace. Donc c'est donc pour identifier les bons leviers d'action, on a besoin d'une méthode de calcul de référence fiable, transparente et qui amène une cohérence entre les échelons territoriaux. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité faire partie du projet Voyages, hein, pour bénéficier d'une méthode partagée avec des acteurs reconnus dans le domaine de la comptabilité carbone. Alors, en collaboration directe avec notre ASCA, donc notre observatoire local, nous avons choisi dans un premier temps de travailler sur la quantification de leviers de réduction sur des secteurs clés, donc comme la mobilité ou le bâtiment, pour produire des indicateurs qui permettent un peu de suivre les impacts. Et comme ça, de cette manière, au lieu de disperser nos ressources, et notamment financières, sur des petites initiatives, on peut cibler des secteurs les plus émetteurs pour avoir un impact maximal et une dépense publique voilà, plus efficace. Alors la prochaine étape, c'est de partager l'ensemble des résultats du projet de manière pédagogique avec nos collègues en interne, bien sûr aussi pour les faire monter en compétences, et aussi avec les futurs nouveaux élus. Les résultats vont également alimenter la révision de notre plan climat qu'on vient de démarrer, avec pour objectif de créer vraiment une prise de conscience collective, de fédérer les acteurs autour du projet de territoire commun, et y compris les habitants. Et on espère à terme être en capacité de piloter un programme complet d'action de réduction des émissions directes et indirectes. Voilà. Merci Pascaline. Et donc il reste Christine. Voilà, je te laisse également prendre la main. Merci. Bonjour à tous. Donc, Christine Oriol, je suis chargée d'études de plan climat à la métropole de Grenoble. Nos motivations sont assez similaires à ce qui a été présenté par la ville de Marseille et l'Eurométropole de Strasbourg, à savoir qu'on suit plutôt très bien nos émissions directes, scope 1, scope 2. On a un observatoire très solide et qui nous montre qu'on est bien aligné avec les objectifs qu'on s'était fixés pour 2030 de diviser par deux ces émissions-là. En revanche, sur la partie émissions indirectes, on a mené des travaux avec Enerdata dans le cadre d'une étude scénario de rupture qui nous a montré qu'on était plutôt à 70% d'émissions indirectes et à 30% d'émissions directes. Donc sur ces 70%, on a un véritable angle mort sur la question des émissions indirectes. Donc ça nous semblait très important de pouvoir creuser vraiment ce sujet-là. Et avec le beau panel de partenaires, on avait vraiment l'ambition d'avancer sur la question des méthodos pour ensuite pouvoir suivre aussi annuellement des indicateurs qui nous permettraient de voir comment les politiques publiques qui sont appliquées sur la question des émissions indirectes avaient un effet. Donc, on avait souhaité embrasser différentes méthodologies, travailler sur différents aspects, à savoir la question de l'empreinte carbone habitante, donc combien par leur consommation les habitants émettent en émissions indirectes,
et puis aussi de travailler par secteur sur le scope 3, donc bâtiment et transport. Donc on présentera un petit peu plus après ce qu'on a pu développer. Le but était éventuellement, si on avait réussi à tenir les délais, de pouvoir euh, utiliser ces résultats dans le cadre de la révision de notre plan climat. Donc ça aurait été un petit peu juste. Et puis ensuite, de continuer à creuser encore pour les prochaines années ces sujets-là. Merci Christine. Eh bien, avant de vous présenter les résultats proprement parler de cette première phase de travail, quelques éléments de compréhension du sujet, comme l'ont rappelé les différentes, notamment les collectivités. Le sujet des émissions de gaz à effet de serre indirect est un sujet dont beaucoup ont des idées, peut-être souvent des idées préconçues. Il y a souvent des mélanges de termes, ou en tout cas une compréhension qui n'est pas forcément si évidente que ça. D'où le fait de pouvoir, avant de vous présenter les résultats, vous aborder quelques éléments, grands principes, enfin quelques éléments en tout cas de compréhension sur les principes calculatoires, la sémantique, et du coup de vous expliquer pourquoi on a choisi d'explorer en particulier certains axes de travail. Voilà, donc pour introduire ce sujet des émissions de gaz à effet de serre indirectes, de quoi parle-t-on déjà concernant les gaz à effet de serre indirects? Là, on vous a cité Scope 3, on vous a cité l'empreinte. On parle en fait, de manière générale, des émissions de gaz à effet de serre, donc la partie indirecte, et il s'agit en l'occurrence des émissions qui sont générées à l'extérieur des limites administratives d'un territoire, qui sont soit les conséquences directes de l'activité des habitants, des acteurs économiques situés sur votre territoire, par exemple, voilà, induit par un pôle d'attractivité touristique, induit par le transport d'une entreprise présente sur votre territoire, mais qui évidemment déborde à l'extérieur de ce territoire. C'est aussi des conséquences qu'on appelle les conséquences indirectes des activités des habitants ou des acteurs économiques, au sens où les émissions de gaz à effet de serre d'un produit, un bien textile, un service, une matière, peut être générée à l'extérieur du territoire. Donc voilà, vous savez, je pense que personne n'est dupe du fait que la majorité, par exemple, des productions de textiles, des vêtements, ne sont pas produites en France. Et donc ça, c'est des éléments effectivement à réintégrer, c'est-à-dire que la consommation induit des émissions de gaz à effet de serre. Et ça, qu'on soit une entreprise, qu'on soit un particulier, nos dépenses, notre consommation induit des émissions de gaz à effet de serre à l'extérieur. Donc, pour relever globalement le défi des émissions de gaz à effet de serre indirectes dans une démarche de comptabilité territoriale, il y a plusieurs choses en fait à considérer. Il y a notamment la question des problématiques des doubles comptes. J'y reviendrai juste après. C'est quelque chose qui est pas évident en effet à gérer. Quand on est sur une approche d'inventaire, on est vraiment sur. C'est un des principes d'arriver à avoir des éléments de calcul qui soit additionnable, qui soit comparable. Donc la notion des doubles comptes est quelque chose qui prend une importance considérable dès lors qu'on traite des émissions de gaz à effet de serre indirectes. Par ailleurs, il ne s'agissait pas, en tout cas pour nous, d'introduire des nouvelles références méthodologiques, mais bien de se situer en complémentarité des démarches d'inventaire d'émissions de gaz à effet de serre, qui sont des démarches aujourd'hui normées, qui s'imposent au territoire sur la constitution de plans climat. Et donc là, voilà, il ne s'agissait pas de proposer d'autres méthodes, mais bien de se situer en complémentarité. Enfin, on n'était pas sans savoir qu'il existait différentes tentatives par le passé de traiter cette question des émissions de gaz à effet de serre indirectes. La plupart de ces tentatives n'ont pas abouti, dans la mesure où une des difficultés majeures, c'est la disponibilité des données concernant les émissions de gaz à effet de serre indirectes. Donc là, il s'agissait de pouvoir apporter des réponses
avec une certaine forme de pérennité et du coup d'assurance quelque part d'une capacité à pouvoir produire des éléments de méthode qui soient reproductibles. Et puis enfin, voilà, le dernier challenge, il a été largement évoqué là dès maintenant, c'est l'accompagnement, puisque là on introduit une nouvelle dimension et que ça suppose d'autres manières d'exprimer, d'autres manières de catégoriser. Et là, il y a besoin effectivement d'accompagnement. Donc pour revenir sur ces questions de double compte, pour éclairer un peu la suite des présentations, déjà un premier point, c'est-à-dire que lorsqu'on traite des émissions de gaz à effet de serre indirectes, on a besoin, si on veut éviter les doubles comptes, d'allouer ces émissions. Allouer ces émissions soit aux activités consommatrices, c'est-à-dire ce qu'on appelle la dépense finale. Dans ces cas-là, donc c'est ce qu'on appelle l'empreinte de la consommation, l'empreinte territoriale. Donc c'est la dimension habitant. Et donc c'est vraiment une focale qui est particulière et qu'il faut comprendre. Donc j'y reviendrai juste après, mais du coup ça nécessite effectivement de distinguer par rapport aux émissions de gaz à effet de serre indirectes, celles qui relèvent des activités économiques et celles qui relèvent, à proprement parler, ou générées par la consommation finale. On peut également traiter le sujet par secteur, de telle manière, parce que si on traite secteur par secteur, individuellement, on évite quelque part une partie des doubles comptes, on ne les évite pas complètement, mais on les évite quand même en grande majorité. Donc on peut traiter, c'est là ce qu'on appelle vulgairement du coup le scope 3 en vision enjeu, des émissions de gaz à effet de serre indirectes de manière individuelle, secteur par secteur, et donc de ne pas chercher forcément en fait à obtenir un résultat global de l'ensemble des secteurs, puisque là on se retrouverait dans des zones de subduction qui, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, qui relèverait d'une problématique de distinguer justement finement ce qui relève de tel secteur par rapport à tel autre et d'éviter ces fameux doubles comptes. Mais par contre, on peut le faire de manière individuelle. Donc ça, c'est un choix technique de démarrage qui s'explique, en tout cas, qui se justifie et qu'il faut expliquer effectivement dès lors qu'on traite de ce sujet-là. Comment on traite le sujet? Est-ce qu'on est en scope 3? Est-ce qu'on est en empreinte? Donc ça, c'est un élément important. Donc s'agissant de l'empreinte, pour que ce soit clair, parce qu'on va y revenir juste après, donc quand on traite du sujet de l'empreinte au sens des émissions et de la comptabilité, on considère donc les émissions directes des ménages et des activités économiques, mais uniquement celles destinées à satisfaire la demande finale. Donc indirectement, à travers la consommation des ménages, on traite de ces émissions directes. On considère aussi les émissions du coup indirectes, des produits et services générés soit en France, c'est-à-dire à l'extérieur du territoire, du territoire local que l'on souhaite regarder, ou à l'étranger, et donc c'est ce qu'on appelle les émissions importées, destinées du coup à satisfaire la demande finale. Et par contre, et c'est là où on revient, où c'est l'explication par rapport à la slide précédente, on exclut en revanche les émissions des acteurs économiques qui du coup émettent, mais pour l'exportation et destinés à la consommation finale d'autres territoires. Voilà, donc ça, c'est une subtilité technique qui est importante à comprendre dès lors qu'on traite de l'empreinte. Empreinte, c'est vraiment un mode de calcul particulier. En revanche, après, scope 3, on est sur une dimension plutôt sectorielle, relativement classique, qui est plus en phase, on va dire, à ce que connaissent habituellement les gens, notamment les anciens comme moi, qui ont traité du bilan carbone. Donc, dans le cas de figure, comment on fait pour se situer en complémentarité? Déjà, on essaie de cibler Christine et Pascaline l'ont rappelé, des cibles sur lesquelles on sait qu'il y a des manques, il y a des leviers qu'on n'arrive pas à exprimer quantitativement. On les connaît sur les logements, effectivement, quand on traite des émissions directes, on a du mal à traiter la question des filières, la question foncière, la question de tous ces éléments-là, en fait, passent sous le radar, de la même manière que lorsqu'on traite des questions alimentaires, il est difficile, effectivement, de voir l'impact des circuits courts, de certaines modes de production qui sont moins dépendants de matières extérieures, on va dire importées.
Sur les aspects de production également, il est difficile, lorsqu'on traite des émissions de gaz à effet de serre indirectes, de voir l'incidence de politiques de relocalisation ou de politiques un peu vertueuses d'un point de vue industriel. Sur la mobilité, les questions de renouvellement de parcs, les questions d'infrastructure passent également sous le radar. Et sur les ressources énergétiques, eh bien, finalement, on ne traite également que du fonctionnement de la production, et donc on n'a pas finalement indirectement les incidences liées à ce qu'on appelle à l'énergie primaire finalement. Donc, pour se situer en complémentarité, deux manières de le faire. D'une part, effectivement, de considérer l'approche initiale, scope 1, scope 2, et bien de se situer dans une expression scope 3, mais bien secteur par secteur, de telle manière à pouvoir inclure des données concernant notamment les choix d'investissement, les infrastructures, les véhicules ou les modes de production. Donc là, on est vraiment sur une continuité immédiate, mais avec les limites que je vous ai présentées, c'est-à-dire que d'avoir des éléments globaux en partant de cette méthodologie-là, c'est compliqué. Et on peut également, en effet, se situer en complémentarité avec une focale différente. C'est là où intervient la notion d'empreinte carbone, où là, on va regarder d'autres choses avec d'autres modes de catégorisation indubitablement, enfin nécessaires. C'est-à-dire que là, on ne parle plus de transport, mais bien de mobilité de personnes. On ne parle plus de résidentiel tertiaire, mais bien de logement, de consommation de biens et services, d'alimentation. C'est plus l'aspect production, mais c'est bien l'aspect consommation, donc qui a des conséquences directes, des conséquences indirectes, mais on retrouve en fait des éléments de comparaison. J'y reviendrai à la toute fin de cette présentation. Donc sur les données d'entrée, il faut résoudre ce problème-là. Là, aujourd'hui, il y a trois types de données qu'on peut mobiliser sur les émissions de gaz à effet de serre. Des données physiques, classiques, avec la difficulté qu'elles ne sont pas forcément toutes disponibles. Donc il faut vraiment regarder ce qui est disponible. Sachant qu'aussi ces données-là ne sont pas géographiquement, on ne peut pas forcément retracer la localisation, mais par contre, on peut regarder ce qui est disponible et faire avec l'hétérogénéité que l'on constate de disponibilité de ces données-là à l'échelle territoriale. Sur les questions, on peut aussi traiter, vous allez le voir, de données économiques donc, qui sont possibles et qui existent, qui ont une certaine exhaustivité, mais dont la disponibilité n'est pas forcément en adéquation avec la maille géographique traitée. Donc il faut traiter de ça et il faut trouver des réponses associées à ça. Il y a forcément des incertitudes associées à ça, mais elles apportent une certaine forme de réponse. Et il y a aussi la possibilité, vous allez le voir, d'utiliser des données d'enquête spécifiquement dédiées à ça, avec du coup, qui nécessitent à la fois un certain coût, mais aussi une technicité dans l'utilisation de ces données-là et dans leur production, mais qui permettent vraiment d'obtenir des données spécifiques avec certaines limites aussi de localisation des impacts, mais qui ont le mérite d'être très spécifiques. Voilà. Et donc les axes qui vont vous être présentés, il y en a trois qu'on a traités. Donc c'est notamment l'approche scope 3 en jeu en se limitant déjà sur des secteurs qu'on considère comme étant vraiment prioritaires, à savoir le transport, le secteur résidentiel tertiaire sous l'angle bâtiment, et l'amont des combustibles qu'on a commencé à traiter. Ensuite, on a exploré deux pistes de calcul de l'empreinte carbone, ce qu'on appelle l'empreinte au sens approche macroéconomique, donc qui s'appuie sur, comme je viens de l'expliquer, sur des données économiques, et une approche dite micro qui calcule l'empreinte à partir de données d'enquête terrain. Voilà, avec des objectifs, et là je vais passer très vite, qui sont, vous allez le voir, la production de données accessibles en open data, si possible, la mise à disposition de méthodologies qu'on veut ouvertes et donc qu'on espère qu'elles puissent rentrer dans les références,
Le développement d'outillages spécifiques, notamment pour traiter des leviers d'action, pour obtenir des nouvelles analyses à intégrer dans les politiques publiques. Et du coup, la montée en compétences des collectivités. Donc ça, c'était nos sujets de travail. Voilà. Et là, maintenant, on va rentrer dans la présentation des résultats. En termes de timing, on est bon pour le moment. Je préviens les collègues. Donc de cette première phase de travail où on va intervenir de manière séquentielle sur les différents sujets que je vous ai présentés. Et on commence tout de suite par l'équipe Atmo Grand Est, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes et Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement qui ont planché pendant plus d'1 an maintenant sur l'approche Scope 3 et les émissions de gaz à effet de serre sectorielles. C'est à toi, Hervé, je pense que c'est toi qui vas prendre la parole. Oui, merci Thomas. Bonjour à tous. Donc Hervé Chanu, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Donc je travaille l'unité plan, air, climat, énergie. Et donc on va vous présenter à 4 voix donc les travaux engagés donc sur l'approche Scope 3 que Thomas vous a présenté précédemment. Donc sur le Scope 3, donc, nous avons travaillé sur 2 secteurs que sont les transports, mobilité et également le secteur des bâtiments. Donc Atmo Auvergne-Rhône-Alpes a plus particulièrement travaillé sur la partie mobilité. Atmo Grand Est vous présentera donc les éléments de quantification sur le volet bâtiment. Et puis on vous présentera ensuite les premiers leviers de quantification qu'on a évalués dans le cadre de cette phase d'allumage. Alors, sur le volet transport, si tu peux passer. Alors, la méthodologie qu'on a suivie, on a fait le choix d'avoir 2 approches distinctes. D'une part, une approche globale, qu'on appelle dans le jargon technique tiers 1, une approche globale qui va permettre d'appréhender l'ensemble des modes de transport pour pouvoir ensuite décliner des indicateurs sur n'importe quel EPCI métropolitain. Cette approche globale, elle permet de s'appuyer sur des statistiques nationales, donc par exemple le bilan annuel des transports, les enquêtes transport routier de marchandises. Et à partir de ces données nationales, donc, qui vont donner des données donc, sous forme de tonnes kilomètres parcourus ou des passagers kilomètres parcourus, on va ensuite désagréger ces données nationales avec des clés de territorialisation, donc par exemple les emplois pour le transport de marchandises ou la population pondérée du revenu médian pour répartir les déplacements des personnes. Cette approche-là, elle permet vraiment de sortir ensuite des émissions sur n'importe quel territoire métropolitain, donc c'est une approche très, très intéressante et très pertinente. L'approche tiers 2, qui est une approche complémentaire et pas concurrentielle, c'est vraiment une approche complémentaire et elle va plutôt se baser sur des données locales et notamment sur des enquêtes comme notamment les enquêtes mobilité et déplacement qui sont disponibles sur les grandes agglomérations. Des enquêtes aussi très locales qui peuvent être aussi exploitées, des données par exemple sur des statistiques au niveau des ports maritimes, des aéroports ou des gares ferroviaires. Et cette approche-là, elle va vraiment permettre de suivre plus précisément des politiques publiques locales, puisque là, on va vraiment s'appuyer sur des données locales que l'on va pouvoir suivre au fil du temps avec des enquêtes qui pourront, ou des statistiques qui pourront être actualisées. Voilà, donc les 2 approches permettent donc de quantifier à la fois des émissions directes et indirectes. Qu'est-ce qu'on entend par approche Scope 3 ? Alors, dans les observatoires régionaux et locaux que Thomas a mentionné en début de présentation, donc on va évaluer les émissions donc, du Scope 1 et 2, donc les émissions directes liées à l'échappement et les émissions indirectes liées à la consommation d'électricité. Dans le Scope 3, en fait, on va regarder plusieurs aspects. Donc, d'une part, la phase amont du combustible, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre générées par l'extraction, l'acheminement, le raffinage, par exemple, du pétrole, les pertes du réseau. Donc ça, c'est une première partie des émissions indirectes. Il y a toute la partie fabrication des véhicules qu'on a souvent en tête quand on parle d'émissions indirectes, donc les émissions associées pour fabriquer ces véhicules. Toute la partie aussi infrastructure pour construire des lignes de chemin de fer, par exemple. Ça va nécessiter des émissions de gaz à effet de serre, donc qui vont compter pour des émissions indirectes. Sur le petit graphe en dessous, je vous ai
synthétiser les facteurs d'émission donc selon différents modes de transport, donc la voiture particulière, le transport en commun urbain, le deux roues, etc. Donc en rouge, les émissions directes liées à la combustion, en orange, la partie amont, et puis la partie fabrication en bleu clair. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les émissions indirectes, la partie fabrication, on va intégrer d'autres modes de transport comme le vélo et le vélo, VAE et autres, qu'on n'a pas l'habitude de regarder quand on est en approche émissions directes, puisque ces modes de transport n'émettent rien. Dans les émissions indirectes, on a aussi les émissions associées au trajet en échange avec le territoire d'étude. Thomas en a parlé également, et ces émissions-là sont très importantes. Vous le verrez tout à l'heure dans les résultats. Et donc tous les trajets qui vont être liés au territoire d'étude, mais qui peuvent provenir de très très loin, et avec des émissions générées en dehors de ce territoire d'étude, vont être considérées comme des émissions indirectes, puisque contribuant liées aux activités du territoire ou aux habitants du territoire. Si tu peux passer, s'il te plaît. Donc, dans les choix méthodologiques que je vous ai indiqués, donc forcément dans la façon de comptabiliser, en approche globale, on va associer à chaque territoire des émissions liées au transport ferroviaire, fluvial, aérien, maritime, même si on n'a pas d'infrastructure ferroviaire ou de port sur le territoire d'étude, puisque tous les biens qui vont être consommés sur un territoire ou les déplacements réalisés par les habitants d'un territoire vont forcément, à un moment donné, être connectés avec ces différents modes de transport. En approche locale, on va plutôt regarder par rapport notamment à des infrastructures présentes, donc une gare routière, un aéroport, un port, on va regarder les émissions directes et indirectes au regard des nombres de passagers ou de tonnes transitant par ces installations présentes sur le territoire. Donc on est sur des périmètres différents mais complémentaires, puisque dans l'approche Tier 2, on va pouvoir suivre aussi au fil du temps comment évolue l'activité d'une gare ou d'un port fluvial, par exemple. Autre différence aussi dans la façon de comptabiliser le trafic d'échange. Dans les référentiels méthodologiques qui peuvent exister, on parle souvent de rupture de charge externe, où on va comptabiliser les émissions, les trajets en échange avec le territoire à partir du dernier point de rupture de charge. Concrètement, ça veut dire que si un bien a été fabriqué en Chine, a ensuite pris le bateau, puis le train, puis la route pour arriver sur le territoire, en approche Tier 2, on va plutôt regarder uniquement le trajet routier parcouru par cette marchandise, alors qu'en approche globale, on va regarder l'ensemble du déplacement, ce qui a tout à fait son sens pour bien prendre en compte l'ensemble des émissions indirectes liées au transport sur ce territoire. Alors, si on regarde maintenant les premiers résultats, là c'est juste pour regarder un petit peu comment se répartissent les passagers kilomètres et les tonnes kilomètres au niveau national, donc en compilant toutes les statistiques nationales que j'ai énoncées précédemment. Donc c'est intéressant de voir qu'au niveau transport passager, les 2/3 sont assurés par le transport routier, plus de 20% du transport routier est assuré par le mode aérien. Sur la partie fret, on a le transport maritime qui domine très largement avec plus de 85% des tonnes kilomètres transportées par mode maritime, et le routier finalement représente une part beaucoup plus faible de l'ordre de 13 à 14%. Donc maintenant l'enjeu c'est de traduire ça en émissions de polluants, donc directs et indirects de gaz à effet de serre. Donc là, un exemple qu'on a pu faire sur notre collectivité pilote de ville de Marseille. Donc sur chacun de ces graphiques, vous avez sur le bâton de gauche la donnée d'activité, donc passagers kilomètres ou tonnes kilomètres, et sur la partie de droite, les émissions directes et indirectes associées. Donc c'est intéressant de voir notamment en haut à gauche, donc on a une répartition donc, sur le transport de personnes, donc avec une contribution donc, du transport aérien qui est plus forte au niveau émissions de gaz à effet de serre par rapport aux distances parcourues. À l'inverse, le transport ferroviaire est beaucoup plus vertueux puisqu'il représente presque 10% des passagers transportés, alors qu'au niveau des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes, on est à moins de 2%.
Sur la partie fret, là encore, le transport maritime, très, très forte proportion de transport, de tonnes kilomètres transportées, mais en termes d'émissions, la proportion est moins importante. Et à contrario, les marchandises transportées par la route représentent une fraction inférieure à 10%, mais en émissions directes et indirectes, on est à 20%. Donc ça donne un levier important de réduction sur le transport routier et également sur le transport aérien qui apparaît à peine dans les tonnes kilomètres transportés, mais qui représente près de 20% des émissions directes et indirectes pour le transport de fret. Sur la partie, le graphe du bas que je vais détailler dans la slide d'après, donc on a les émissions en valeur absolue, directes et indirectes. Donc sur la ville de Marseille, on est à près de 2000 kilotonnes équivalent CO2 pour le transport de personnes et autour de 750 kilotonnes pour le transport de fret. On peut aller un petit peu plus loin dans l'analyse de ces émissions grâce aux données d'entrée, puisque les tonnes kilomètres ou les passagers kilomètres dans les statistiques sont détaillés. Alors, par exemple, sur le transport routier de personnes, on va pouvoir regarder les typologies de véhicules, donc entre les voitures particulières, les petits utilitaires transportant des personnes, les VP et VUL étrangers qui représentent par exemple 5% des émissions directes et indirectes. Sur la partie transport aérien de personnes, on va pouvoir regarder aussi selon les origines destination. Donc, sachant que là, on s'appuie sur des statistiques nationales. Mais si les données peuvent être disponibles à une échelle régionale, on va pouvoir regarder plus précisément selon les destinations donc, des différents continents. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au niveau national, le transport intra-métropole ne représente que 5% des émissions direct et indirect de gaz à effet de serre du post-transport aérien. Sur le transport de fret, on peut faire aussi des analyses. Par exemple, sur le transport routier, on a des statistiques au niveau régional qui nous permettent de distinguer les flux qui restent internes à la région. Donc, c'est 2/3 des flux, donc notamment sur PACA, pour reprendre ce cas précis. Donc, les politiques publiques vont pouvoir avoir un impact direct sur ces 2/3 de flux régionaux qui sont véhiculés par la route, avec donc des potentiels de report modal vers d'autres modes plus vertueux qui permettront de réduire cette proportion. De même, sur le transport maritime, on peut faire aussi des analyses, là encore, sur la base de statistiques nationales, donc entre les différentes modes et marchandises transportées. Et on voit notamment que la part des porte-containers dans les émissions représente 8% des émissions de gaz à effet de serre, alors qu'ils représentent des quantités de tonnes, des tonnes parcourues, tonnes kilomètres parcourus beaucoup plus importantes. Mais là, on est sur aussi les facteurs d'émission choisis en fonction des équipements qui, dans certains cas, peuvent réduire les émissions associées ou les augmenter. Donc, sur l'approche globale, pour terminer, on a pu, donc, comme je vous l'ai dit, produire des données donc, à l'échelle de l'EPCI, puisqu'on s'appuie sur des données nationales qu'on ventile ensuite avec des clés de répartition. Donc là, sur la carte de gauche, vous avez les émissions liées au transport, donc ramenées par habitant, donc en tonnes CO2 équivalent. Donc sur la carte de gauche, les émissions par EPCI, et sur la carte de droite, on a globalisé par département. Donc on voit bien ressortir donc les territoires, d'une part, on a des habitants à revenus significatifs, donc qui vont davantage se déplacer, qui vont davantage consommer. Et également les territoires où on a beaucoup d'emplois, donc avec des bassins économiques marqués, donc qui vont être aussi pourvoyeurs de génération de biens, et également qui vont nécessiter aussi des matières premières qui vont être acheminées sur le territoire et donc qui vont générer des émissions liées au transport. Une dernière petite chose, on a regardé un petit peu, on a fait un petit test de sensibilité sur les évaluations qu'on a pu faire en approche globale, et notamment sur certaines données d'activité, on avait soit des statistiques nationales, donc sur le fret notamment, soit des statistiques régionales. Donc on a regardé
l'impact entre une donnée nationale qu'on désagrège sur les territoires versus une donnée régionale qu'on désagrège sur les territoires. Et on peut voir qu'on a, selon les territoires, des écarts sur les émissions, donc qui peuvent aller jusqu'à 50%. Par exemple, sur l'Eurométropole de Strasbourg, si on privilégie une donnée régionale, on va avoir des émissions induites qui seront plus importantes, mais qui nous paraissent malgré tout plus robustes. Sur d'autres territoires comme Ville de Marseille, l'impact de la source de données est moins significatif. Sur la partie de droite, c'est un test de sensibilité qu'on a pu faire selon la clé de répartition qu'on a utilisée. Donc, soit des données d'emploi, soit une pondération entre la donnée d'emploi et la population pondérée du revenu médian. Et là, on voit que l'incertitude est un peu moins marquée sur le choix de la clé de répartition utilisée. Voilà, donc je laisse la parole à Simon qui va vous présenter un résultat donc, lié à l'approche tiers 2, donc qui s'appuie sur des données locales, donc notamment issues des enquêtes mobilité certifiées CEREMA, qu'on a pu appliquer donc, sur l'Eurométropole de Strasbourg et sur Grenoble-Alpes Métropole. Petit point de vigilance, Simon, sur le timing. Oui, ça marche. Bonjour à toutes et tous. Donc, je vais faire rapide. Donc, comme vous l'avez expliqué Hervé, cette slide va présenter les résultats sur les émissions des transports de personnes sur l'Eurométropole de Strasbourg, donc issus des données de déplacement de l'enquête mobilité, donc qui permet d'avoir un nombre de déplacements en fonction du mode et du motif de déplacement pour les différentes personnes. Donc, à gauche, ça va être le graphique par mode. Donc, véhicule particulier, transport en commun, autres TC, vélo, deux roues motorisées. Et à droite, ça va être en fonction du motif. Donc, les déplacements domicile-travail, domicile-études, domicile automotive, donc ça peut être achat, service. Et secondaire, donc tous les autres déplacements qui ne partent pas ou qui ne vont pas au domicile. Par exemple, le travail automotive. Et du coup, il y a une répartition entre les émissions directes, donc ce qui a été présenté ce qui est pris en compte, donc les scopes 1 et 2 des déplacements en interne à l'Eurométropole. Les émissions indirectes, donc en bleu, sur le scope 3 des déplacements internes, plus les scopes 1, 2 et 3 des déplacements en lien avec l'EMS, sur la base de 50% du trajet. Donc, quand on regarde par rapport au mode de déplacement, donc on voit que les VP représentent les émissions majoritaires de GES sur le territoire à 94% des émissions totales en direct et en indirect, avec une grosse part d'émissions indirectes. Et quand on regarde aussi pour les répartitions par motif, on va avoir 3 motifs qui ressortent sur les émissions, donc le domicile-travail, domicile automotif et secondaire. Et le domicile-études qui va être bien moins important, notamment parce qu'il y a beaucoup de déplacements qui sont faits en transport en commun urbain, voire vélo, voire marche. Du coup, voilà, avec toujours aussi une grosse part des émissions indirectes sur les différents motifs. Et je relaisse la main à Hervé. Oui, donc si on fait une synthèse de tout ce qui a été présenté sur le volet transport, donc ce petit graphe synthétique avec donc les trois approches qui ont pu être évoquées durant cette présentation. Donc les données de l'observatoire local, donc on a donc là sur le cas de Grenoble-Alpes Métropole, donc qui nous donne les émissions directes scope 1 et indirect scope 2, donc avec sur la partie véhicule particulier plus de 300 kilotonnes équivalent CO2. L'approche locale tiers 2, donc sur ce que Simon vient de vous présenter, donc qui est finalement une partie des émissions qu'on modélise dans l'observatoire local, puisque ça concerne uniquement les déplacements des jours ouvrés pour les habitants de l'aire métropolitaine, avec un volet émissions indirectes scope 3 qui est à peu près équivalent aux émissions directes qui sont de l'ordre de 140 kilotonnes équivalent CO2. Et puis enfin, l'approche globale tiers 1, où là, on a l'ensemble des déplacements VP et pas que ceux des habitants de l'aire urbaine. Et on voit un facteur de plus de 2,5 entre ce qu'on modélise dans l'observatoire local ou en approche locale tiers 2, et puis l'approche globale qui va prendre vraiment tous les déplacements et pas que des habitants de l'aire métropolitaine, et également les déplacements de week-end, les déplacements également des touristes, etc. Voilà, je laisse la main à Yasmine qui va vous présenter les résultats sur le volet bâtiment. Merci Hervé. À toi Yasmine. Bonjour à tous. Alors moi c'est Yasmine Boumaza, je suis chargée de projet en émission énergie Atmo Grand Est et donc je vais vous présenter la partie scope 3 bâtiment. Alors j'y vais. Attends, pardon. Hop là. Alors,
pour la méthodologie, comme pour la partie transport, on a travaillé sur deux approches différentes. Donc, l'approche tiers 1 qui est plus globale et vise à donner un ordre de grandeur des émissions indirectes sur tout EPCI métropolitain pour le secteur résidentiel. Les calculs sont basés sur des enquêtes communales détail logement de l'INSEE qui donnent des indications sur les types de logements, qu'ils soient collectifs ou individuels, la période de construction et la classe de surface du logement. Ensuite, on les associe à des facteurs d'émission moyens de la base empreinte en fonction du type de logement et qui nous donnent enfin les émissions sur le territoire donné. L'approche tiers 2, c'est une approche plus détaillée qui s'appuie sur des données locales et prend en compte tout type de bâtiment, donc pas seulement résidentiel. Les données, elles proviennent principalement de la BDNB et sont complétées par des données de BGS de collectivité. Et les données de l'OCHGE, elles ont permis aussi de déterminer les typologies des bâtiments dont la donnée était indisponible. Comme pour l'approche tiers 1, les informations qui permettent de calculer ces émissions sont la typologie du bâtiment, la surface et l'année de construction, qui sont ensuite aussi associées aux différents facteurs d'émissions et permettent de calculer les émissions de secteurs résidentiels, tertiaires et autres. Donc, ce qu'on entend par les émissions indirectes pour un bâtiment, ce sont des émissions liées à la fabrication des matériaux qui sont mises en œuvre lors de la construction du bâtiment. On prend en considération une durée d'amortissement de 50 ans, conformément à la méthodologie de réalisation de BGS, qui implique des émissions qui sont lissées sur les 50 dernières années, et donc tous les bâtiments qui ont plus de 50 ans n'ont pas été considérés. La méthode de tiers 2, elle permet aussi de distinguer plusieurs typologies de bâtiments, dont le résidentiel collectif et individuel, les bâtiments tertiaires, et dans certains cas qui sont divisés en sous-catégories, comme les bâtiments d'enseignement, bureaux, etc. Et d'autres typologies qui ont été identifiées, notamment les bâtiments industriels ou agricoles. Donc, la méthode tiers 2 est appliquée sur les 3 collectivités pilotes. Donc, pour l'EMS, on retrouve ces deux cartes qui représentent les émissions indirectes des bâtiments résidentiels à gauche et des bâtiments tertiaires à droite par iris et en tonnes de CO2 équivalent. Donc, sur ce territoire, il y a 57% des surfaces qui sont toujours en cours d'amortissement, tous secteurs confondus. On voit bien une disparité entre le centre-ville de Strasbourg, qui est moins émissif car les bâtiments sont plus vieux par rapport à la périphérie. Et on peut aussi remarquer que les zones qui sont plutôt résidentielles ont tendance à moins ressortir sur la carte tertiaire et inversement. Donc, de la même manière, sur Grenoble Métropole, les zones résidentielles et tertiaires se complètent en général. Et avec pour le résidentiel, on a un peu plus de surfaces qui sont non amorties sur la périphérie sud, qui donc induisent plus d'émissions. On retrouve également les communes plus rurales qui sont moins émissives et les surfaces qui sont en cours d'amortissement sont de 53% sur toute la collectivité, qui est à peu près dans le même ordre de grandeur que celle de l'EMS. Et enfin, pour la ville de Marseille, les résultats ils sont assez différents puisque malgré la taille importante de cette collectivité par rapport aux précédentes, le bâti est plus ancien et donc déjà amorti à presque 2 tiers. On retrouve toujours les zones dont le bâti est plus récent en périphérie, ainsi que les zones rurales plutôt sur les hauteurs de la ville. Donc, maintenant, sur les émissions indirectes totales par typologie de bâtiment, pour les 3 collectivités, on remarque que les émissions de l'EMS sont plus élevées que les autres. À taux d'amortissement équivalent entre l'EMS et GAM, il y a plus de surface totale sur l'EMS, ce qui explique la différence. Et comme dit précédemment, le faible taux d'amortissement sur Marseille est la cause des émissions plus faibles. On remarque aussi que le secteur résidentiel est généralement plus émetteur pour GAM et Marseille, mais par contre, pour l'EMS, ils sont presque équivalents avec le secteur résidentiel et tertiaire. Et ça, c'est dû au fait que les bâtiments du parc tertiaire sur l'EMS sont majoritairement plus récents et donc ça donne un effet de compensation par rapport aux bâtiments résidentiels un peu plus anciens. Et donc, pour avoir une idée de ces émissions, de ce que ces émissions de Scope 3 elles représentent, donc là, on a une répartition par scope sur l'EMS et GAM.
Et donc, on remarque que le scope 3, il représente environ un tiers pour les secteurs résidentiels et tertiaires sur les deux collectivités. Il est à noter aussi qu'on parle ici, bien sûr, que des émissions liées à la construction et pas l'amont des énergies consommées dans ces secteurs. Donc, ce n'est pas exactement le même périmètre, mais ça donne une information par rapport à ce que ça peut représenter d'une manière globale sur ces deux secteurs. Et du coup, ça justifie un peu sa prise en compte sur le long terme pour les projets d'aménagement. Donc, en ce qui concerne l'approche tiers 1, donc, pour rappel, c'est l'approche simplifiée qui permet donc de déterminer les émissions indirectes sur n'importe quel territoire pour le secteur résidentiel. Donc, ici, on retrouve une carte par département et une carte par EPCI qui indique les émissions indirectes des bâtiments résidentiels en kilo de CO2 équivalent par habitant. Donc, on voit bien que les zones côtières et aussi les territoires dans les Alpes sont plus émissifs que le reste du territoire national. Qui s'explique majoritairement par plus de surface de bâtiments récents et moins d'habitants sur ces territoires. Donc, le but de cette approche, c'est vraiment de pouvoir harmoniser ces données pour tous les territoires et donner une vision assez globale des émissions indirectes du secteur résidentiel. Je reprends la main très, très ponctuellement sur le dernier secteur enfin, c'est pas vraiment un secteur, mais on a évalué la phase amont des combustibles, puisque grâce aux observatoires régionaux et locaux, on a des bilans de consommation finale d'énergie à partir desquels on peut évaluer l'amont des combustibles. Donc l'amont des combustibles, de la même façon que je l'ai évoqué sur les transports, il s'agit de quantifier les émissions de gaz à effet de serre liées à l'extraction, le raffinage, le transport et l'acheminement des différentes sources d'énergie. Donc sur la partie de gauche, on a un exemple de ce que représente ce scope 3 amont combustible. Donc pour l'ensemble des secteurs d'activité, là on est bien transverse sur l'ensemble des combustibles consommés par les transports, les bâtiments, l'industrie, l'agriculture, avec une proportion donc, de l'ordre de plus 20%, donc par rapport aux émissions scope 1 et 2 que l'on évalue au travers des observatoires régionaux et locaux. Et sur la partie de droite, vous avez une illustration par source d'énergie de la part que représente ce volet scope 3 amont combustible, avec notamment les agrocarburants qui, par convention, sont comptabilisés à zéro en approche scope 1 et 2, et pour lesquels on a une contribution scope 3 qui apparaît au travers de cette analyse. Voilà, on va passer pour finir sur cette approche scope 3, donc sur le volet outils de pilotage, donc avec 3 actions de quantification qu'on a évaluées sur le volet transport et mobilité. Donc je laisse la parole à Valentin de Rodeze, qui va vous présenter une des 2 actions en mobilité que l'on a évaluées dans le cadre de ce projet. Merci Hervé, bonjour à toutes et tous. Alors je vais peut-être Tu veux que je te laisse reprendre la le main? partage, ça sera Ouais. le mieux, je pense. Vas-y, je te laisse. J'espère que tu as l'option partagée. Et ben, vous allez me dire tout de suite Parfait, si vous je voyez l'ai. quelque chose. Ouais, on voit. Alors, dans le cadre du projet, donc, je pense que tu l'avais évoqué un peu, Thomas, donc là, on était simplement dans la phase d'allumage de ce projet Voyage S, mais on avait à cœur avec les partenaires de mettre à disposition de premiers outils et fonctionnalités à destination des collectivités dès cette première phase. Et donc là, on a travaillé, donc notamment avec Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, sur un premier exemple de simulateur mobilité qui permet de quantifier l'impact carbone lié au renouvellement des flottes de véhicules. Donc là, on a mis ces fonctionnalités pour l'instant dans Terristory. Elles seront mises à disposition pour tous les territoires. Donc on choisit sa maille de territoire, donc en gros de l'EPCI au niveau régional. Et après, on pourra aller, donc là, si je prends un exemple sur un des partenaires donc de Grenoble Métropole,
Et ensuite, on va sur les outils de simulateur. Et donc là, on a un simulateur Scope 3 mobilité qui a été, donc qui vient d'être mis en place et à la fin du mois, il sera disponible pour tout le monde. Et donc, en fait, assez classiquement, donc là, l'idée, c'est de voir quel est l'impact carbone lié au renouvellement des flottes de véhicules. Quand on regarde simplement les émissions directes, donc ce qui est souvent le cas dans des outils mis à disposition, il n'y a pas trop de sujets en fait. C'est remplacer un véhicule ancien par un véhicule neuf, si possible même par un véhicule électrique, ça permettra de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre, donc il n'y a pas trop de sujets là-dessus. Et par contre, là, la question c'était qu'en était-il quand on vient remplacer des véhicules amortis par des véhicules neufs? Qu'est-ce qui se passe aussi quand on vient augmenter la masse des véhicules, soit liés à l'électrification, soit liés à la montée de gamme, donc en remplaçant des petits véhicules par des SUV ou autres. Et donc c'était ce type de questions qu'on souhaitait pouvoir, on souhaitait pouvoir y apporter une réponse via des outils qu'on met à disposition. Donc là, ce simulateur Scope 3 mobilité, c'est on choisit donc son territoire, on a une vision sur le parc actuel du territoire selon les différents types de motorisation. Et après, l'idée, assez simplement, c'est de venir modifier son parc, donc en retirant des véhicules qui seront plus ou moins amortis selon les gammes là, selon les différentes catégories. Donc ça, c'est un paramètre qui pourrait être modifié à terme. Et donc on vient voilà, retirer, si on vient retirer la moitié du parc pour venir l'électrifier, on vient voir quel impact ça a au global en termes d'empreinte, l'empreinte carbone du parc. Et donc là, ça nous amène à 35 000, 35 000 tonnes de CO2 économisées. Donc au global, si on prend en compte la fabrication, l'amont des combustibles et la partie combustion, on est gagnant si on vient électrifier notre parc. Alors que là, on vient remplacer des véhicules qui, là, dans ces hypothèses, sont globalement quasiment tous amortis, quoi. Et donc, d'où le fait que la fabrication là, sur le parc actuel, le parc ancien, est très limitée. Voilà. Et on a après différents paramètres sur lesquels l'utilisateur pourra jouer, sur le kilométrage annuel moyen, donc qui est évidemment un impact assez important, et sur les types de gamme de véhicules. Donc se dire si en tant que territoire, on veut de façon un peu proactive essayer d'encourager des véhicules de plus petite dimension, et là, ça permettra d'amener des éléments sur quelle est la différence d'impact en fonction des gammes de véhicules. Donc là, typiquement, donc ça, c'est la modélisation, ça apporte un peu la répartition un peu actuelle des véhicules achetés. Et donc, mais si on vient le modifier, donc si proactivement, on va aller plutôt sur des petits véhicules, on peut voir ce que ça donne. Donc on passait d'environ 35 000 tonnes de CO2 à 64 000 tonnes de CO2 économisées si on vient plutôt privilégier des véhicules de petite taille. Voilà, je vous propose de m'arrêter là pour ne pas prendre trop de temps sur le timing. Mais donc encore une fois, ce simulateur, il sera disponible pour toutes les mailles et pour l'ensemble de la France métropolitaine d'ici fin du mois. Et j'arrête le partage et Thomas, peut-être je te repasse la main. Ton micro est coupé, Thomas. Oui. Pardon, excusez-moi. Donc j'ai dit que je reprenais la main. Donc normalement, on est de nouveau reparti sur la slide. Et je crois qu'il y a quelques slides encore, Hervé, de ton côté. Oui, moi je vais présenter rapidement une évaluation qu'on a faite sur l'impact de report modal du transport de fret sur l'Eurométropole de Strasbourg. Donc l'Eurométropole nous a envoyé des données de part modale en fonction des types de transport, donc véhicules utilitaires légers, poids lourds, transport ferroviaire et fluvial. Pour une situation actuelle et une situation à 2030 où il y a un choix de diminuer la part des PL et d'augmenter la part du ferroviaire et du fluvial, et aussi une estimation donc, d'une baisse du trafic de marchandises de 8%. Et du coup, sur les deux graphiques du bas, on peut voir les évaluations en émissions de GES pour les différents modes et les différents scopes, donc avec la baisse que ça induit donc d'environ 11% entre les deux scénarios. Merci Simon. Du coup, il y a enfin la partie scope 3 concernant l'outillage à toi, Yasmine, je crois. Oui.
Oui, c'est ça. Donc, pour la partie bâtiment, on a travaillé sur un outil d'évaluation des émissions de scope 3 liées aux impacts des matériaux qui sont choisis dans la construction d'un bâtiment. Donc, qui permettra de quantifier ces émissions selon le type de matériaux choisi. Ce sera un outil Excel qui permettra de choisir un type de bâtiment, donc ça sera soit résidentiel, collectif, individuel ou tertiaire. On fait les calculs par rapport à la surface du bâtiment et il est possible de choisir le matériau principal de la structure et ou de la couverture. Et donc d'avoir une indication sur les différences qu'il y a entre ces types de matériaux par rapport aux émissions indirectes. Merci Yasmine. Donc, avant de basculer, donc juste préciser donc sur la partie empreinte, juste préciser qu'en effet, on est comme vous le voyez sur cet outillage, on n'est pas sur des outillages véritablement experts. Hein, on n'est pas sur l'opérationnel, mais bien d'apporter des dimensionnements, des éléments de complémentaires pour orienter les politiques publiques. Voilà, donc c'est un peu le cadre global et de construction de ces outillages qui sont voilà, en cours de finalisation et dont on espère qu'ils seront prochainement potentiellement à votre disposition. Donc maintenant, je vais basculer sur la partie empreinte. Donc, j'ai expliqué au démarrage, hein, on a des axes différents d'approche méthodologique. Donc la partie scope 3, elle avait vocation notamment à pouvoir fournir en fait justement ces outillages et de jouer sur des leviers dans une approche, une vision augmentée, secteur par secteur. Et là, on est sur une visée différente, puisque là, il s'agit de pouvoir apporter des éléments de réponse sur une évaluation globale, émissions directes, émissions indirectes à l'échelle des territoires, ce que ça représente, et comment cette autre catégorisation, comptabilité des émissions de gaz à effet de serre, comment elle vient appuyer les démarches et les politiques territoriales. Donc, très rapidement, pour vous situer quand même aussi d'où on démarrait hein, sur ce sujet-là, on ne démarrait pas de rien, puisque en l'occurrence, concernant l'empreinte, on s'est appuyé sur des travaux qui avaient été présentés en 2018-2019, qui concernaient en l'occurrence le calcul d'empreinte à partir donc, de données macroéconomiques. Et ce calcul, en fait, avait permis de produire des données, des résultats à l'échelle régionale, étant entendu que pour effectuer ces calculs, on s'appuyait, et on va continuer à s'appuyer, sur une base de données issue de la recherche internationale qui s'appelle ExoBase, donc, qui traduit en fait les flux macroéconomiques entre États en données exploitables pour estimer en fait l'impact des émissions de gaz à effet de serre notamment, mais pas que, et sur lesquels le principal avancé qu'on avait pu faire à l'époque était de trouver des clés de correspondance permettant en fait de passer d'un calcul à l'échelle France à un calcul régionalisé. Donc on est sur une démarche descendante qui a ses vertus, qui a ses inconvénients, mais dont l'objectif était véritablement de descendre d'échelle. Donc pour avancer sur Voyages, en tout cas, l'objectif était de trouver d'autres clés de territorialisation complémentaires. On avait bien conscience que que les territoires, notamment les collectivités qui s'intéressent à ce sujet-là, ne se suffisent pas d'un calcul de leur région, mais souhaitaient avoir des éléments de réponse quant à leur situation individuelle. C'est important de fournir ce type d'éléments. Donc, l'objectif, c'était vraiment cette descente d'échelle, avec un souci de notre côté qui était de fournir aussi des éléments suffisamment
homogène dans le calcul pour qu'on puisse avoir des éléments de représentativité entre territoires et des éléments qui permettent voilà, de situer le calcul, quel que soit l'endroit où on se situe en France métropolitaine. Donc pour ce faire, en fait, on a introduit des nouvelles clés de territorialisation et en l'occurrence, vous le verrez par la suite, l'empreinte est forcément dépendante, vu qu'on se situe sur la consommation finale, des modes de consommation. Et donc, en l'occurrence, est dépendante, quand on regarde finement dans la population, des capacités des personnes, en fait, à avoir un mode de vie sensiblement différent. Et donc, ce mode de vie, sensiblement différent dans la consommation, il s'exprime notamment par le niveau de vie. Voilà, entre une personne qui a des capacités financières importantes et une qui ne l'a pas, évidemment, la consommation n'est pas la même. Donc, c'est notamment cet aspect de cette clé de territorialisation qu'on a introduit dans le calcul. On a pour ce faire fait des jonctions entre différents travaux, puisque dans le cadre d'un autre projet qu'au niveau du RAR, on engage notamment par rapport à la précarité énergétique, on avait possibilité en fait d'accéder à des éléments de données un peu fins sur le niveau de vie des familles, ce qui nous a permis en effet de pouvoir introduire cette nouvelle clé de territorialisation et de s'appuyer du coup sur une double clé. D'un côté, le budget des familles, donc pour avoir une descente d'échelle à la maille région, et une seconde clé permettant de descendre à la maille commune à partir des niveaux de vie. Voilà, c'est un choix technique, encore une fois, qui se défend, qui est critiquable, on en a tout à fait conscience, mais qui en tout cas permet en fait de fournir un élément de calcul. Donc les éléments de rapport technique, vous allez le voir, en fait, sont disponibles, puisqu'on a produit ces éléments et on les remet en termes de jeux de données, puisque là, on a produit en fait des premiers éléments donc, qui sont d'ores et déjà accessibles sur DataGouv. Ma collègue va vous envoyer les liens sur le chat. Dans le cadre duquel on a estimé les émissions globales de la consommation finale des habitants par commune. Donc on est sur une expression de l'empreinte au sens émissions de gaz à effet de serre par habitant fois la population des territoires. Donc indubitablement dans cette représentation, en effet, ça se traduit par des choses assez simples. En effet, plus le territoire dispose de population est concentrée, plus la population est dense, plus l'empreinte, évidemment, de la consommation finale va être importante, avec une différenciation entre les émissions directes et les émissions indirectes qui vont vous permettre, dans un premier temps déjà, de situer les volumes, puisque c'est ça qui est important, qui était la mission première, c'est d'avoir une idée de la quantification de ce que ça représente, les émissions de gaz à effet de serre dans l'empreinte. Si on considère émissions directes plus émissions indirectes, qu'est-ce que ça représente? Donc, on peut à partir de là faire des comparatifs quantitatifs entre l'inventaire scope 1, scope 2 et l'empreinte. Est-ce que voilà, on est au-dessus? Est-ce qu'on est en dessous? Ça, c'est des éléments de première analyse qui peuvent être apportés à partir de ces données. On fournit également sur le même jeu de données des éléments d'expression de l'empreinte par habitant, cette fois-ci, donc véritablement l'empreinte carbone, sur les cas également qu'on distingue entre émissions directes et émissions indirectes. Donc sur ces éléments, en fait, les émissions directes pour le moment sont notamment introduites par des jeux de données complémentaires à Exiobase, notamment sur les inventaires. En fait, pour le moment, en fait, ces données sont des données d'inventaire. On y reviendra. C'est aussi une des limites, puisqu'elles ne sont pas complètement compatibles, mais compatibles, on va dire, à 90% en termes de périmètre. Et on apporte donc du coup les résultats de la territorialisation des émissions de gaz à effet de serre indirectes à partir d'Exiobase.
Donc là, sur les émissions, sur cette expression-là, cette expression-là, elle permet, elle montre, en tout cas dans ces écarts, des écarts qui sont à ce stade, comme je le disais, c'est-à-dire qu'on est sur une clé de répartition simple. Donc finalement, c'est l'expression aussi du niveau de vie des territoires qui va s'exprimer dans l'expression graphique de ce résultat-là. Donc, ce qui va être intéressant pour la collectivité à ce stade, pour vous, d'aller voir, c'est cette différence, notamment émissions directes, émissions indirectes, d'avoir l'expression des volumes et d'une représentation de cette répartition. Généralement, on est sur des répartitions plutôt comme évoqué Christine sur Grenade Métropole, qui sont plutôt de l'ordre de 80-20, 80 indirects, 20 directs. Voilà, mais ça fluctue parfois selon les territoires, étant entendu que par contre, au niveau national, de manière générale, quels que soient les territoires, même si effectivement les gens n'ont pas forcément le même niveau de vie, la même richesse individuelle, par contre, on est sur des calculs d'empreintes sur lesquels la variabilité est assez faible entre territoires. Donc je vais relaisser la main à Valentin, puisqu'on a également prévu une disponibilité des données via Theristory, le temps que je... Merci Thomas, je te reprends le partage. Ouais, vas-y, tu l'as direct, ça marche. Donc là, basé sur la méthodologie qu'a exposé Thomas, il y avait aussi l'idée de pouvoir mettre à disposition ces jeux de données d'empreinte carbone territoriale pour l'ensemble des territoires de France métropolitaine, en assumant pour l'instant les biais méthodologiques. C'est aussi une méthodologie qui doit un peu s'améliorer progressivement avec le temps. Et donc là, si on prend un exemple, donc, on a pour l'instant mis les fonctionnalités sur l'outil Theristory. On choisit sa région de travail, ensuite on choisit son territoire. Donc on peut visualiser le nouvel indicateur à la maille, par exemple, région, sur le périmètre région à la maille EPCI. Donc là, il est dans les émissions de gaz à effet de serre. Donc en fonction de sa région de travail, on peut avoir déjà des émissions de gaz à effet de serre en scope 1, scope 2. Et là, on a rajouté ces indicateurs d'empreinte carbone territoriale pour pouvoir, tel que l'a exposé Thomas, apprécier aussi les émissions indirectes générées au niveau pour répondre aux besoins du territoire, aux besoins des ménages du territoire. Et donc, on a aussi la possibilité, le but, c'était aussi de pouvoir répondre à un niveau EPCI, donc de pouvoir avoir ces résultats. Si je prends mon territoire, par exemple, le Diois, on peut aller voir ce que donne cet impact, cette empreinte carbone territoriale au niveau du territoire. Donc en termes d'émissions directes des ménages, émissions indirectes générées en France et ou par le territoire, s'il a notamment de l'industrie ou tertiaire, et les émissions indirectes générées à l'étranger, donc avec à chaque fois une part quand même assez importante de ces émissions indirectes. Et à droite, le fait de pouvoir, ça reprend les catégories là sur la comptabilité en approche économique, mais de pouvoir aussi regarder qu'est-ce que ça donne sur certains types d'usages. Donc par exemple, si on va se regarder sur l'habillement, ce que ça donne au niveau de mon territoire, et assez mécaniquement, on voit que ça va être surtout des émissions indirectes générées à l'étranger qu'on va retrouver. Donc en fonction des secteurs, on aura des émissions plus ou moins, la part d'émissions indirectes plus ou moins importante. Voilà, et donc ça, c'est pareil, c'est d'ici fin du mois. Donc là, on a cette fonctionnalité sur des serveurs de développement. Et donc d'ici fin du mois, si tout va bien, ces indicateurs sont en ligne pour tous les territoires et à toutes les mailles géographiques. Et je m'arrête là également. Merci Valentin. Donc je reprends la main. Donc pour vous dire effectivement que là vous allez voir, on présente en fait au fur et à mesure. Donc ces données là, en fait, le niveau de détail n'est pas forcément accessible de manière différente. Sur un niveau de détail
très basique, en fait, les données sont accessibles en open data. Vous allez avoir un second niveau de détail d'analyse qui sera disponible via Terhistory. Et donc, pour vous dire que par rapport à ces niveaux de détail disponibles, je vais passer directement là-dessus, on a en fait possibilité à travers ces jeux de données-là, comme c'est des jeux de données qui peuvent aller très loin en fait dans le détail par type de dépense, on peut en fait vraiment comment dire approfondir en fait cette analyse par type de dépense, par type de service. Donc c'est disponible, c'est des éléments qu'on met à disposition, notamment qu'on a mis à disposition de nos collectivités pilotes partenaires via du coup une data visualisation qui est représentée ici et qui, voilà, pardon, c'était pas le bon volet, et qui donc est disponible pour les collectivités, donc sur une database qu'on a créée spécifiquement pour eux, donc qui retrace notamment voilà, le niveau de détail, l'origine des produits, donc qui permet en fait de vraiment de focaliser, de travailler ce jeu de données-là. Donc, à partir de ces éléments-là, on peut distinguer en effet par catégorie de produits, ce qui relève des émissions directes, ce qui relève des émissions indirectes, avec des sous-catégories qui sont cette fois-ci pas habituelles par rapport à l'inventaire. On est vraiment sur des catégories spécifiques, appropriées à, comme je viens de le dire, à la consommation finale, aux dépenses finales des habitants. On ne donne pas accès forcément à l'intégralité en fait, des sous-catégories, parce qu'on peut descendre très très loin. Et comme on est sur une méthodologie, comme je l'ai expliqué, plutôt de descente d'échelle, là en fait, le niveau de détail par sous-catégorie qu'on pourrait accéder et qu'on pourrait travailler au niveau des États, à ce stade ne se justifierait pas. Voilà, on pourrait être amené globalement à surutiliser en tout cas ce niveau d'analyse. Par contre, ce qu'on met à disposition en effet dans le cadre de ces data vis, c'est notamment un point qui me semble, à titre personnel, très pertinent, on va dire, dans le cadre d'une amélioration de la compréhension des émissions de gaz à effet de serre, et qu'apporte en fait ce jeu de données-là, c'est la capacité à tracer les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle internationale. Donc on a vraiment, à travers ces jeux de données, une capacité à pouvoir contextualiser dans un contexte planétaire, en fait, les enjeux du territoire et les enjeux de l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle monde. Et c'est vraiment une dimension importante, puisque finalement, on focalise souvent, dans le cadre des PCAET, sur vraiment les émissions du territoire, en oubliant, entre guillemets, que l'impact de nos modes de vie se situe vraiment à l'échelle internationale, et une grosse partie est quand même à ce stade délocalisée. Donc c'est vraiment l'avantage, on va dire concrètement, de cet apport d'information, avec des limites qui sont pour nous des perspectives de travail, puisque vous l'avez compris, on ne s'arrête pas là et on souhaite bien sûr continuer. Il est possible d'introduire des nouvelles clés de répartition, de territorialisation, et de telle manière qu'aujourd'hui, l'interprétation des séries chronologiques, on le déconseille. On peut également améliorer nos données d'entrée, notamment sur les émissions de gaz à effet de serre directes. Aujourd'hui, c'est celle des inventaires, et c'est pas c'est pas très confortable parce que le périmètre, comme je le disais, n'est pas tout à fait le même. Donc, on a des pistes de travail pour pouvoir améliorer ça. On a aussi, par le biais de ce calcul, des distorsions tarifaires qu'on peut améliorer, qu'on peut essayer de maîtriser. Et puis, il y a des défauts que là, pour le coup, on ne pourra très certainement pas résoudre, en tout cas à ce stade.
Le calcul est disponible sur des années de type N-3, N-4, puisqu'on dépend d'une base de données internationale avec des traitements très très lourds, et ça, il est fort peu probable qu'on réussisse à réduire cette fréquence. Et enfin, on a des données qui, comme on s'appuie sur des données économiques, mais que les données économiques sont disponibles plutôt à l'échelle des États, ça limite un peu les capacités de traçabilité, mais voilà, on a des voies de réponse par contre qui sont plutôt dans l'utilisation commune de nos travaux et que je vais expliquer à la toute fin. Mais je laisse évidemment la place maintenant à l'ABC, à Benjamin, a priori, qui vous relater le dernier axe de travail, qui est l'empreinte carbone des habitants à partir de l'approche micro. C'est à toi, Benjamin. Merci Thomas. Bonjour à tous. Donc dernier axe de présentation de ce webinaire voyage. L'approche d'empreinte carbone des habitants, donc en voie micro. Je vais expliquer tout de suite à quoi ça correspond. Il faut savoir que ce projet a été mené en partenariat avec le CITEPA et avec la collectivité pilote Grenoble-Alpes Métropole. Si tu veux passer à la slide Oui. suivante. Ça marche. Donc, il faut savoir, tout de suite, je vais être transparent. On a rencontré des difficultés à produire des résultats. Donc, ici on va vous expliquer les raisons, surtout, mais on va surtout mettre en avant ce qu'on ambitionne. On pense toujours que c'est possible de le faire. On pourra discuter des raisons qui font que ça n'a pas marché, mais en tout cas, voilà, je vais vous présenter ce qui est visé comme résultat et comme objectif suivi. Ici, nous, on est sur un objectif de vraiment caractériser finement l'empreinte carbone d'une population, donc c'est-à-dire vraiment se dégager d'une empreinte moyenne et aller analyser vraiment les ressorts de consommation. Qu'est-ce qui détermine une empreinte? Quels sont les différents facteurs qui conduisent à des différences d'empreinte parmi la population? Pardon. Pas de souci. Et une fois qu'on a comme ça réussi à identifier ces déterminants, c'est réussir à dégager des typologies d'individus, à la fois des grands groupes, ce qu'on va appeler des clusters de population, qui permettent d'avoir une lecture beaucoup plus fine de la réalité des empreintes de ses habitants sur son territoire. Ça, on estime que c'est vraiment un prérequis pour essayer d'apporter une nouvelle focale d'analyse aux pouvoirs publics territoriaux sur l'élaboration de moyens, de politiques publiques, mais de moyens, de dispositifs visant une réduction de l'empreinte, donc des dispositifs qui sont ciblés, efficaces et justes. Ceci étant dit, je vais vous montrer tout ce travail-là. Thomas, si tu peux passer à la slide suivante. Il repose en fait sur un travail national, une enquête nationale qu'on a menée avec le CITEPA. Je pourrais vous mettre le lien dans le chat juste après. C'est une enquête de caractérisation où justement on fait passer un questionnaire par un mode de sondage. On administre un questionnaire qui interroge les individus sur leur consommation. Donc pour ceux qui connaissent nos gestes climat qu'on a co-créé avec l'ADEME, on s'inspire de nos gestes climat, on l'a retravaillé, on l'a complété de nouveaux gestes et pratiques émissives, mais voilà, on a vraiment une exhaustivité du questionnement des consommations des individus, vraiment d'un point de vue sondage, à l'inverse de l'approche macroéconomique qui se base sur des données nationales, alors qui sont aussi issues d'analyse des dépenses, mais vraiment ici on est sur des questionnements physiques. Et ça nous permet, en fait, cette enquête nationale, on a réussi à vraiment avoir des grilles de lecture beaucoup plus fines que l'empreinte moyenne. On arrive à analyser l'empreinte dans sa distribution, des personnes de moins de 5 tonnes à ceux qui sont à plus de 15 tonnes. On arrive aussi à analyser cette empreinte au regard du panel de la population interrogée, donc peut-être de l'âge, du CSP, du genre, ces genres de questions-là. Donc ici, on a comme ça une analyse beaucoup plus fine. Ici, je vous ai mis des résultats qui sont ceux de l'empreinte nationale. Je vous invite à aller consulter le rapport, mais c'est vraiment ce qu'on vise ici, c'est d'aller fournir une clé de lecture plutôt
fine pour comprendre la distribution et la caractérisation de l'empreinte sur son territoire. Et ça, c'est vraiment... Thomas, si tu veux passer à la slide suivante, ça, c'est des lectures qu'on va appeler, enfin, qui vont regarder l'empreinte par rapport à un critère, l'âge, ou regarder l'empreinte dans sa distribution. Et ici, ce qu'on a, nous, la nouveauté qu'on a apportée avec cette enquête nationale et qu'on aimerait et qu'on essaye de traduire dans une approche territoriale, c'est comme ça réussir à caractériser des typologies d'empreintes, donc des profils d'individus des profils d'individus qui permettent de, comme ça, avoir une vision beaucoup plus, on va dire beaucoup plus fine, je l'ai déjà dit, mais qui permet de rentrer vraiment dans le détail de quelles sont les typologies de population et les typologies d'empreintes. Ici, ce qui fait un cluster, là, ce que je montre ici, c'est pas le fait d'avoir des traits communs en termes de caractéristiques comme l'âge, le CSP, c'est vraiment une homogénéité au sein des niveaux d'empreinte. Et au sein de ces niveaux d'empreinte, on peut dégager des profils types, donc des traits communs, des âges, des professions. Ça ne veut pas dire qu'évidemment, tous ceux qui sont dans le groupe des 4,5, ce sont des jeunes locataires urbains. On peut aussi trouver des ruraux, mais voilà, on tend à avoir comme ça une grille d'analyse très intéressante sur comment se distribue l'empreinte au sein de son territoire. Donc ici, vous avez le premier cluster qui porte sur la population nationale. Donc on voit qu'on quand même une info qui est extrêmement intéressante parce qu'aussi, quand j'en reviens à mon histoire Pardon, tu peux revenir sur la slide précédente, Thomas. Pardon, oui. J'en reviens à mon histoire de dispositif ciblé, c'est que sur l'échelle nationale, on voit qu'il y a un cluster qui représente 8% de la population et seulement 4% de l'empreinte totale, donc un facteur 2 diminutif, et à l'inverse, le cluster le plus à droite, qui représente 5% de la population et 10% de l'empreinte, un facteur 2 augmentatif. On a comme ça ces informations qui sont très intéressantes, qui permettent une granulométrie d'informations tout à fait pertinente. Et si on en vient à la slide suivante, on a poussé même cette notion d'analyse et de clusterisation, donc de profil type, sur les fortes empreintes. Et ici, ça nous a on a réussi à mettre en avant quelque chose de très important pour nous lorsqu'on doit penser la transition, la mise en place de ce dispositif, c'est la notion d'empreinte subie versus l'empreinte choisie. On peut prendre deux groupes qui sont ici très significatifs pour ces termes-là. Celui du milieu. Donc ici, on a analysé la partie de la population sur l'enquête nationale, et tout ça, je le redis, on souhaite le faire dans une démarche territoriale. C'est l'expérimentation, j'y viendrai juste après avec Grenoble. Donc si j'en reviens à mes histoires d'empreintes subies, d'empreintes choisies, le groupe du milieu révèle une consommation, donc une empreinte excessive, mais liée très fortement à une consommation énergétique très élevée, donc soit car des bâtiments, plutôt des vieilles bâtisses très mal isolées et des modes de chauffage très carbonés, fuel ou gaz, et des populations où sont surreprésentés les revenus faibles, les sans-emploi et les retraités. Donc des gens dont un groupe dont on va avoir des traits dominants d'une empreinte plutôt subie, à l'inverse du groupe de droite, qu'on va, avec aussi une empreinte, vraiment quasiment la même empreinte, 15,3 contre 15,4, mais ici des traits dominants qui vont tendre à... On va trouver une part de transport, une empreinte liée à une forte consommation de transport, des trajets fréquents en avion, des loisirs carbonés, et ici on va trouver des populations avec des revenus, donc des CSP+, et des étudiants aussi. Je vous passe les détails, mais sur pourquoi on trouve des étudiants. Mais on va trouver des gens qui aussi choisissent plutôt cette empreinte que le groupe juste avant que j'ai présenté ont tendance plutôt à la subir. Donc ici, avant de rentrer vraiment dans ce qu'on a fait territorialement et ce qu'on a essayé d'expérimenter avec Grenoble, voilà ce qu'on vise par cette approche d'empreinte carbone territoriale dite micro, c'est-à-dire qu'elle ne se base pas, comme ce qu'a présenté Thomas, sur des jeux de données macroéconomiques, mais vraiment sur une interrogation des pratiques de consommation des individus, donc par un sondage, une enquête terrain. Je vais, voilà la différence, et je vais passer peut-être la main, Christine, je vais te passer la main pour rentrer dans le détail de ce qu'on a essayé de faire sur le territoire de Grenoble.
Oui, vous m'entendez? Oui. On t'entend, Christine. Ok. Alors peut-être en quelques minutes pour laisser un peu de temps pour les questions, parce que je pense qu'on a un petit peu l'ABC sur la partie. Ouais. C'est tout bon? Là, c'est bon, on t'entend. Ouais, ok, impeccable. Donc le CITEPA était en charge de la partie contrôle statistique, analyse et résultats. L'ABC, comme Benjamin l'a présenté, travaillait sur le questionnaire et l'analyse. Et donc on a lancé 2 consultations. Une première en avril pour à peu près 1 mois. On a consulté 8 instituts de sondage. On n'a eu aucune réponse et donc on a relancé suite à une phase d'échange avec les instituts qui avaient été consultés. On a échangé avec eux au mois d'août. On a relancé sur la base d'un cahier des charges qui avait été révisé à 7 instituts de sondage parce qu'entre-temps, il y en a 2 qui ont fusionné. On n'a encore eu aucune réponse. Et ensuite, j'ai relancé en demandant un devis simple, donc sans avoir besoin de faire tout un dossier solide de réponse à la consultation jusqu'au 8 octobre, toujours sans aucune réponse. Et donc ensuite, là, au mois de janvier, avec l'ABC CITEPA, on a relancé une phase de discussion pour essayer de mieux comprendre pourquoi ça avait été infructueux. On peut passer à la slide suivante. Et donc, la réponse principale était que par rapport à la taille de l'échantillon qui était demandé, et surtout à la méthode d'enquête aussi qui a été demandée, qui était essentiellement par du web. Finalement, les instituts n'étaient pas en capacité de répondre à ça, malgré le budget qui était quand même assez conséquent qu'on avait regonflé pour la deuxième consultation. Donc, on proposé 40 000 euros TTC pour l'Institut de sondage, et puis on avait contribué à hauteur de 15 000 euros pour l'ensemble du travail du consortium. Et donc, dans ces paramètres-là, les instituts de sondage n'étaient pas en capacité de répondre parce que les critères de représentativité qu'on demandait étaient un petit peu trop contraignants et que la méthode de passation du questionnaire qui reposait sur l'applicatif web de l'ABC ne permettait pas aussi de répondre au nombre de personnes à interroger. Donc l'idée maintenant, c'est de faire évoluer le cahier des charges pour pouvoir avoir une méthode mixte, donc à la fois web et puis aller voir les personnes directement en face à face ou par téléphone. Et donc, il y a la nécessité aussi de remanier un petit peu le questionnaire et la manière dont il est présenté. Voilà. Merci Christine pour ce témoignage. Avant peut-être, est-ce que Benjamin, tu souhaitais rajouter quelque chose par exemple Non, tout a été dit, peut-être juste sur l'enveloppe budgétaire mobilisée. On n'a pas l'atterrissage final de ce qu'aurait coûté ce genre d'enquête. Néanmoins, le budget dont parlait Christine était largement suffisant des dires des sondeurs. Voilà, juste pour précision. Ok. Merci Benjamin. Du coup, voilà, on a fait le tour actuellement là, des résultats. On est un peu en retard, je m'en excuse pour tout le monde. Il va nous rester un quart d'heure. Je vais inviter Hervé Lefebvre de l'ADEME à faire un petit élément en tout cas d'intervention, puisque l'ADEME est notre financeur principal. Et puis je ferai vraiment un très rapide, je dresserai très rapidement les perspectives de travail pour vous laisser un peu de temps de questions-réponses, notamment via le chat, via les questions-réponses pour ceux qui en auraient. À toi Hervé. Merci Thomas, et je vais aller aussi très rapidement sur cette présentation. Je n'ai juste un seul transparent. C'est juste pour expliquer pourquoi effectivement l'ADEME a contribué, que ce soit financièrement ou à travers ses travaux, à ce projet, parce qu'au fait les émissions indirectes sont importantes, et que ce soit, je dirais, une organisation ou un territoire, les émissions indirectes, c'est minimum 80% des émissions liées à une activité, que ce soit encore une fois sur une entreprise ou un territoire. Et donc passer à côté, c'est ignorer effectivement les actions que l'on pourrait mettre pour les réduire. Et on l'a vu notamment dans les évolutions du bilan
d'émissions de gaz à effet de serre obligatoires, aujourd'hui, enfin, les émissions indirectes significatives doivent être prises en considération. C'est une obligation. L'ADEME est donc aujourd'hui a un rôle prescripteur auprès des collectivités territoriales à travers donc notamment les PCAET, puisque ceux-ci vont être déposés sur la plateforme territoire engagé, et elle incite aussi donc les collectivités à intégrer des leviers d'atténuation relatifs aux émissions indirectes dans les PCAET. Et on ne peut mettre en place des mesures que si effectivement on sait les mesurer. On sait mesurer quelles sont les émissions liées à un poste. Puisque c'est à partir de là, effectivement, qu'on pourra regarder et identifier les principaux postes et regarder ce qui est possible de mettre en œuvre. Et la dernière chose, c'est que la SNBC 3, elle est en consultation, elle devrait être promulguée très prochainement, donc la stratégie nationale bas carbone. Et pour la première fois, il y a une trajectoire justement sur l'empreinte carbone de la France. Et donc, on sait très bien que la stratégie nationale bas carbone aura des déclinaisons territoriales, que ce soit au niveau des régions ou des EPCI. Et donc, à un moment donné, effectivement, on va se poser la question de quelles sont mes émissions indirectes sur mon territoire et comment je peux mettre en œuvre des actions pour répondre notamment aux obligations que se donne la SNBC 3. Merci. Thomas, je te rends la parole. Oui, très bien. Donc, je redresse donc rapidement des perspectives, puisque comme vous l'avez compris, ce projet, on espère bien le poursuivre. Juste pour rappeler en synthèse, voilà, on vous a dressé un peu les trois axes, approche macro, approche micro, données d'inventaire. Chacune présente en fait des atouts, des faiblesses, un certain nombre de caractéristiques, donc des caractéristiques qui sont liées déjà aux données. Je les ai évoquées, hein, des données physiques, des données d'enquête, des données économiques. Donc qui en soi en fait se traduit justement par ses atouts et ses faiblesses. Si voilà, on est sur les approches Scope 3 en lien très étroit en fait avec et très en complémentarité vraiment directe avec le Scope 1, Scope 2, on est sur des données vraiment supplémentaires qui vont être intégrées, donc avec des liens assez évidents après, et c'est l'objectif de pouvoir les mettre en évidence, ces liens d'atténuation de cette partie qu'on ne voit pas en effet. Sur le côté approche, empreinte, on est vraiment sur voilà, une nouvelle focalisation des émissions de gaz à effet de serre, avec du coup deux approches qui ont chacune leur intérêt. L'une présentant véritablement, l'une étant en capacité de fournir des éléments calculatoires réguliers avec sur l'ensemble des territoires avec une première capacité d'analyse. L'autre, l'empreinte micro, apportant vraiment une capacité à approfondir en fait hein, l'empreinte sous l'angle des différentes catégories de population, des différents modes de consommation au sein du territoire, et d'apporter cette touche de spécificité territoriale que ne peut apporter des données macroéconomiques descendantes. Donc on a, elles ont des faiblesses, bien sûr, ces approches. Les distorsions monétaires, j'en ai rappelé, la clé territorialisation donc sur l'approche macro, des coûts pour l'approche micro, une traçabilité sur scope 3 et micro qui n'est pas évidente, enfin, qu'on peut pas retrouver aussi facilement que sur l'approche macro, mais d'autres points qui forcément apportent des limites. Les périmètres, par exemple, sur les Scope 3 ont été évoqués. Il y a des choix de périmètres, il y a des variabilités intrinsèques qui sont des limites ou perçues parfois aussi comme des aspects de variation intéressantes à regarder. Et si on va un peu plus loin que ça, nous, en tout cas, le regard qu'on en tire, c'est que ces différentes approches, surtout, elles ont une valeur combinatoire. C'est-à-dire que si on se projette un peu plus loin, on pourrait imaginer que les collectivités puissent disposer, en fait, dans un outillage d'éléments, de clés de lecture qui combinent, en fait, ces approches méthodologiques pour éviter en effet d'avoir des
une difficulté liée à rentrer chacun indépendamment. Voilà, il serait un peu délétère de se dire on a une approche d'un côté, une approche de l'autre. On a bien vu que c'est la combinaison de trois de ces différents axes qui apportent en fait des clés de lecture complémentaires, à la fois par rapport à l'inventaire, mais par rapport entre approches. L'empreinte micro apportant vraiment des aspects de spécificité territoriale, je l'ai apporté, mais aussi l'ouverture vers des leviers de comportementaux individuels, tandis que l'approche macro apporte plutôt des éléments de traçabilité extraterritoriale ou d'éléments de calcul global qui permettent de se rendre compte d'où on part. Et enfin, l'approche SCOP3 est permettant d'apporter des éléments de levier et des axes d'investigation spécifiques au territoire. Donc, au-delà même de cette combinaison naturelle, on peut imaginer aussi que ces combinaisons aillent plus loin, c'est-à-dire que dans le cas par exemple, de mon cas qui est l'approche macro, que je travaille plus spécifiquement, la combinaison d'approches, notamment, enfin de données physiques, c'est par exemple avec des données économiques, c'est une des réponses justement qu'on pourrait imaginer d'apporter pour limiter justement les distorsions tarifaires qui sont le point de faiblesse, un des points de faiblesse de l'empreinte macro. Voilà, donc on a identifié tout un tas de choses qui sont potentiellement à faire et qui sont vraiment très motivants, très challengeants. Donc c'est là où voilà, globalement aujourd'hui, on va construire cette prochaine feuille de route nous concernant. Donc c'est que j'évoquais cette phase de décollage, d'où la photo. Donc si vous êtes intéressé en tant que collectivité, si vous êtes intéressé aussi en tant que structure pour nous apporter des éléments de soutien, que ce soit techniquement ou financièrement, n'hésitez pas à nous contacter pour ça. Et on vous laisse quelques minutes, j'en suis navré maintenant, sur des éléments de questions, des éléments d'éclairage. Et j'invite mes collègues à regarder également le question-réponse pour déjà peut-être commencer pour répondre à certaines questions sur lesquelles il n'y a pas forcément eu de réponse, mais oui. Oui, j'ai regardé un peu, donc je crois que dans les questions-réponses, tout le monde a eu ses réponses. Okay. Donc s'il y a besoin de précision, n'hésitez pas. Et après, dans le chat, là, il y a pas mal de questions. Alors, il y a des questions, par exemple, sur le rôle la prise en compte du numérique et de la généralisation de l'IA. Comment est-ce que ça s'est pris en compte? Est-ce que vous avez pu approfondir ce sujet ou quelles données vous utilisez? Comment ça prend en compte l'évolution actuelle? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir de bien répondre. S'il s'agit en tout cas d'introduire la notion de l'IA au sens quelle incidence au sens environnemental de l'IA, c'est des sujets qui, à mon sens, sont très spécifiques. Et là, on n'en est pas à ce niveau de calculatoire des effets de certains axes de développement économique ou sociétal. Là, c'est pas sur cette première phase, en tout cas, qu'on a pu y répondre. Je ne sais pas si d'autres de mes collègues veulent éventuellement répondre à cette question, parce que je la visualise même pas, moi. Ouais. Je pense que ça répond à la question. Il y a une autre question, alors moi je ne suis pas spécialiste, donc peut-être qu'il faudra préciser, mais sur la prise en compte, donc comment sont gérés les émetteurs de gaz à effet de serre avec l'approche ECT. Par exemple, mon territoire accueille un incinérateur départemental d'ordures ménagères. Les émissions de l'incinération des tonnages d'OM venant d'autres EPCI sont-ils comptabilisées dans les émissions indirectes de ces EPCI? Et ces émissions sont-elles alors soustraites des émissions globales de mon territoire? Oui, alors là, il s'agit plus spécifiquement effectivement du périmètre empreinte. Benjamin, je te laisserai compléter. Oui. Concernant le périmètre empreinte, on est vraiment sur une approche consommation. Donc c'est là où j'expliquais que sur les émissions directes, en effet, c'est un autre périmètre. On est plutôt sur des périmètres qu'on appelait historiquement des périmètres responsabilité.
C'est-à-dire, typiquement, si on regarde la question des déchets, c'est bien les déchets collectés et traités, mais qui concernent les habitants de mon territoire. Donc, on bascule sur un autre périmètre calculatoire. Et ça, c'est des éléments, effectivement, qui sont traités de cette manière-là. Donc, ce sont bien, pour répondre à la question, les émissions directes des déchets générés par les habitants, et donc que ce soit sur l'aspect direct ou indirect. Benjamin, je te laisse. Oui, désolé, j'ai eu un bug sur le micro. Je voulais revenir sur la question précédente qui en fait traitait plutôt de comment les empreintes carbone territoriales prennent en compte ce qui n'est pas monétisé directement. Et donc, il y avait le cas de l'IA et le cas des services publics. En empreinte micro, c'est sûr que c'est pris en compte parce qu'on questionne physiquement les pratiques. Donc l'usage web, on attribue un forfait pour les services publics. Mais dans mes souvenirs, enfin Thomas, je pense sous ton contrôle, ces consommations-là ou ces pratiques-là, en tout cas pour les services publics, se retrouvent affectées avec une valeur d'empreinte. Oui. Étant donné qu'il y a en face une consommation monétaire, entre guillemets, des ménages sur ces postes d'éducation, de santé, toutes ces choses-là. Pour l'IA spécifiquement, ça va se retrouver plutôt dans les dépenses de consommation du secteur numérique. Alors après, je ne sais pas, là, en effet, on rentre vraiment dans une zone très grise, il faudrait creuser. Mais en tout cas, on ne va pas avoir spécifiquement l'usage web IA, mais en tout cas, oui, il y aura... je ne sais pas, il faudrait que je creuse aussi comment sont découpées les données, mais il y a quand même une prise en compte de ce qui n'est pas directement forcément monétisé en tant qu'acte, mais qui est lié plutôt à l'impact du secteur. Enfin, Thomas, je ne sais pas si oui, non, mais répondu, c'est tout à fait, c'est bien ça. C'est-à-dire que dans l'approche monétaire, il y a différentes catégories qui sont relatives vraiment à ces données monétaires, parmi lesquelles on retrouve en effet ce qu'on appelle le secteur, alors je crois que ça s'appelle APU, donc qui concerne en fait la partie comment dire, de l'économie liée aux services publics, et dans le cadre duquel peuvent se retrouver en effet un certain nombre de dépenses strictement liées aux infrastructures numériques. Enfin, alors là, je ne connais pas suffisamment dans le détail en fait effectivement ces catégories et ces branches, et où peuvent se retrouver après sur des consommations directes. Là, on est vraiment sur une dimension qui est plutôt traitée, je dirais, par les experts à l'échelle nationale. Et je crois qu'il doit y en avoir dans ce webinaire. Et là, on est voilà, moi, je renverrai en tout cas ces questions-là de spécialistes notamment au SDES, à l'INSEE, qui sont vraiment des experts au niveau national. Il y a une autre question sur les territoires touristiques de Sabine Moulin. Donc, il dit qu'elle travaille en urbanisme. Ah mince, ça saute. En urbanisme avec des communes support de stations de ski. Or, le bilan carbone par secteur logement-transport ne permet pas de mesurer le bilan carbone de l'activité touristique. Existe-t-il une méthodologie pour ce type de territoire ou au moins une recommandation de procéder à une analyse des émissions de CO2 de l'activité touristique dans les PCAET? Alors moi, typiquement, c'est une question qui m'a été posée récemment par les collègues de côté ABC. Comment prendre en considération, en tout cas, comment traiter cette question-là d'un point de vue méthodologique? Typiquement, là, on est vraiment sur une approche de branche, une approche sectorielle. Donc, c'est vraiment une approche plutôt classique, apparentée au bilan carbone territoire tel qu'on l'entend, qu'il faut envisager. Ce n'est pas sous l'angle de l'empreinte. Ça apporterait, à mon sens en tout cas, moins de choses que de l'aborder au sens vraiment sectoriel, scope 3 enjeu. Donc, nous, c'est quelque chose qu'on n'a pas intégré dans nos priorités. Mais bien sûr, l'aspect touristique au sens scope 3 est très intéressant, et c'est là où effectivement on peut intégrer des émissions indirectes liées, comme je l'évoquais, à l'influence de certaines activités touristiques à l'extérieur du territoire. Voilà la recommandation en tout cas que j'apporterai. Et les autres questions ont trouvé leur réponse dans le chat. Eh bien, il est midi. Désolé pour ce court moment de questions-réponses. N'hésitez pas en tout cas
à revenir vers nous, nous poser des questions, prendre contact avec les différentes structures, moi-même et tous les intervenants ici présents. On sera ravis de pouvoir en tout cas prendre contact avec vous et pouvoir vous appuyer sur ces démarches autour des émissions de gaz à effet de serre indirectes. Merci à tous, je vais clôturer l'événement. À très bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt, au revoir.